Bonjour, on est samedi 3 décembre 2011. D'ordinaire, je fais cette petite vidéo le vendredi, mais là, il y avait trop de choses à faire vendredi pour pouvoir faire la vidéo. Je ne vais pas vous parler de l'activité économique parce qu'on attend, on attend que des décisions soient prises à propos de la zone euro. Il y a eu quelques chiffres de l'emploi un peu meilleurs que d'habitude aux États-Unis, mais il n'y a pas, je dirais, de quoi remplir une vidéo de réflexion comme j'en fais une toutes les semaines, ou à peu près. Ce dont je voudrais vous parler, c'est de mon expérience de la semaine, et en particulier du fait que mercredi, jeudi et vendredi, j'ai fait des exposés dans des cadres extrêmement différents, et je voulais un peu réfléchir à ces types d'exposés, et surtout à l'impact que cela peut avoir, parce que la question se pose de faire des interventions de ce type-là, de l'intérêt qu'il y a à les faire et des conséquences possibles du point de vue de mon investissement, de mon engagement, de faire des interventions de ce type-là. Alors, je commence par mercredi où j'ai parlé à France Culture, au matin de France Culture. Ce n'était pas la première fois que je me retrouvais dans ce cadre-là. C'était, je ne sais pas, j'ai déjà été invité 4 ou 5 fois, il faudrait que je regarde exactement. Enfin, j'ai souvent été invité dans ce cadre-là depuis mon retour des États-Unis en mai 2009. Et le format de l'émission, comme vous le savez, c'est que l'invité est d'une certaine manière critiqué par un commentateur qui se trouve là, un chroniqueur, qui fait une analyse de ce qu'il dit, de son œuvre, et sur un mode critique. Et les fois précédentes, c'est M. Gérard Slama qui s'était acquitté de cette tâche-là. Et M. Gérard Slama le faisait d'une manière particulière, c'est-à-dire il examinait un certain nombre de choses que j'ai eu l'occasion de dire ou d'écrire, il soulignait ce qui lui apparaissait comme des contradictions, il mettait en avant ce qui lui paraissait être des conséquences inattendues de ce que je dis et dont je n'aurais pas vu les conséquences, les implications multiples. Donc une critique, je dirais, de type assez subtil et qui m'obligeait dans un exercice qui n'était pas nécessairement simple de répondre à ces différentes objections. Et ce qui s'est passé mercredi, c'était très différent, parce que là, j'ai été critiqué par un commentateur, un chroniqueur, qui a pris une ligne beaucoup plus directe de suggérer que j'étais un prophète de l'Apocalypse, que j'étais un charlatan. Et là, donc, du coup, l'émission a pris un tour un peu différent, est devenue assez polémique, parce que je lui ai répondu, je dirais, sur ce point-là en particulier, et avec, je dirais, le même caractère direct dans mes réponses qu'on pouvait lire dans son intervention à lui. Et là, comment dire, le problème n'est pas du côté de celui qui est interrogé. Le problème n'est pas celui qui est interrogé parce que, d'abord, il est invité à une émission qui a une bonne réputation d'être pour son caractère de sérieux. Donc, a priori, on n'invite pas un charlatan à une émission comme de ce type-là. Donc, il y a une difficulté pour celui qui accuse bien en tête de charlatanisme, de folie, etc. Une autre chose, c'est que vous êtes présenté d'emblée. Et dans mon cas, quand je suis présenté, ça a été fait par Marc Voinchet, on dit que j'ai publié des ouvrages chez Gallimard, que j'ai publié des ouvrages chez Fayard. Et là, ça pose aussi un problème, je dirais, à ce niveau-là, aux critiques. Parce que impliquer que je suis un charlatan, c'est dire de manière indirecte aussi que M. Guillaume Durand, chez Fayard, le fondateur de la collection, de la fondation Combat, de la collection Combat chez Au Seuil, la personne qui a introduit l'œuvre de Solzhenitsyn en Occident, est un charlatan lui-même. Si je passe à Gallimard, c'est suggéré que monsieur Pierre Nora, qui dirige la collection des sciences humaines et qui est un grand supporter à moi, merci monsieur Pierre Nora, de l'Académie française, est lui aussi un charlatan à sa manière, et ainsi de suite. Et quand le critique doit me citer, il doit me citer à partir de publications
dans la revue Le Débat, qui est publiée, si vous ne le savez pas, de manière conjointe par M. Nora et par monsieur Gauchet, Marcel Gauchet, c'est-à-dire d'impliquer d'une certaine manière toutes ces personnes-là dans, pardon, dans l'erreur de jugement qui serait portée à mon sujet. Et c'est ça, à ce moment-là, qui rend votre tâche, à vous la personne attaquée, relativement facile, parce que vous disposez d'une renommée contre, pardon, contre le courant duquel le critique doit se monter, affirmer d'une certaine manière que cette renommée n'est pas justifiée. Alors, comme vous le savez, la renommée, c'est une valeur importante dans la culture bourgeoise. Il y a des boutiques au XIXe siècle, il y avait de nombreuses boutiques qui s'appelaient à la bonne renommée, parce que ça voulait dire justement que vous étiez fiable et qu'on ne pouvait pas remettre facilement votre réputation en question. Il y a même encore, si j'ai bon souvenir, dans le quartier du Marais à Paris, il y a une boutique qui s'appelle la bonne renommée, qui est une boutique de mode assez intéressante, publicité non payée. Voilà, pour justifier, je dirais, un certain type de qualité a priori, on dit la bonne renommée. Le jour suivant, jeudi, un autre type d'intervention à l'Institut catholique, au séminaire d'éthique et de finance, à l'invitation de Christian Walter. Christian Walter, que j'ai connu il y a pas mal d'années, à l'époque où nous essayions, c'était en 1996, 95-96, que nous essayions conjointement de créer un séminaire de ce type-là, et qui a donc vu le jour ultérieurement. Et Christian est un spécialiste de la réflexion sur la qualité des modèles utilisés en finance en particulier. Et j'ai axé mon intervention là-dessus, sur la question d'essayer de résoudre la question: comment est-il possible que la qualité des modèles utilisés en finance était connue, sa mauvaise qualité était connue, et que malgré cela, il n'y avait pas d'implication, qu'il y avait une divergence véritable et visible entre les faits qu'on essayait de décrire et les modèles qui étaient proposés. Et là, bon, j'ai utilisé, je dirais, mon expérience, le fait que j'ai travaillé assez longtemps, pendant 18 ans un peu dans ce domaine-là, celui d'être utilisateur de modèles créés par d'autres, d'être moi-même créateur de modèles financiers, et d'avoir été pendant une période assez longue en qualité d'avoir eu pour fonction d'être un valideur de modèles, c'est-à-dire de regarder d'autres modèles faits par d'autres et d'en estimer la qualité. Et du coup, j'ai dû entrer véritablement, je dirais, dans cette logique de qu'est-ce qui fait un mauvais modèle, qu'est-ce qui fait un bon modèle, comment est-ce qu'on mesure la qualité d'un modèle, etc. Et là, c'était une discussion intéressante. C'est la première fois que depuis que je suis rentré en France, que j'ai l'occasion de parler dans un cadre de ce type-là, de ce type de choses. Et ce qui était très intéressant, bon, c'est un séminaire d'épistémologie, d'éthique de la finance. Ce n'est pas un endroit où on trouve en général un auditoire extrêmement important. Et là, les organisateurs et moi-même ont été très, très contents de voir que il y avait, je crois que c'était 75 personnes qui sont venues dans un séminaire qui a l'habitude d'en voir 15 à 20. Et ça fait plaisir à tout le monde. Et l'auditoire la qualité des questions montrait que les questions qui avaient été soulevées étaient des questions importantes. Enfin, dernière intervention de la semaine, celle qui a eu lieu hier, vendredi, et qui était dans un cadre encore tout à fait différent, puisqu'il s'agissait de faire un podcast, de faire un enregistrement d'une émission de radio pour le site qui s'appelle Agence 2Geeks. C'est-à-dire que je me trouve dans une collection de personnes qui sont interrogées, du genre Möbius, Jean Giraud, et c'est-à-dire pas tout à fait dans un univers semblable à celui de l'émission, par exemple, des matins de France Culture. Encore qu'évidemment, il y a des recoupements possibles. Et là, c'est très amusant aussi, parce que là, je suis interrogé par un ensemble d'ingénieurs essentiellement, d'informaticiens, de programmeurs. Et une des questions qui m'a été posée, c'était une question très semblable à celle qui était apparue dans le jour précédent. C'est: comment est-il possible qu'on utilise en sciences économiques et en finance des modèles qui sont aussi éloignés de la réalité qui est dépeinte? Et là, j'ai répondu à mes amis ingénieurs, j'ai dit: c'est parce que les réponses qui sont apportées par la science économique au problème ne sont pas des réponses de type de celles que donnerait l'ingénieur. Il n'y a pas eu cette nécessité jusqu'ici que d'une adéquation entre ce qui est prétendu et ce qui est décrit. Et pourquoi? À mon sens,
essentiellement parce que, d'une part, il y a un caractère normatif à ces théories qui sont proposées par les économistes. Le comportement qu'ils décrivent, c'est celui de l'homme rationnel. Si la réalité qui est décrite n'est pas celle que le modèle prédit, c'est parce que l'homme n'est pas suffisamment rationnel et il faut qu'il se réforme pour s'adapter à cette réalité qui est idéale, qui est celle du modèle de l'économiste. Donc le modèle n'est jamais en faute, c'est toujours l'agent économique qui se trouve pris en faute s'il y a une divergence entre ce que le modèle prédit et ce qui est observé. Et l'autre élément, à mon avis, c'est un élément, mais ce n'est pas suffisant. L'autre élément, c'est parce que, essentiellement, la science économique, depuis qu'elle a été produite, je dirais, de manière massive, à partir, je dirais, des années 50 jusqu'à maintenant, s'était toujours trouvée dans un environnement économique favorable ou très favorable, qui faisait que la qualité des modèles, et ça je l'ai vu dans les firmes où j'ai travaillé, la qualité des modèles n'avait pas tellement d'importance parce que la marge bénéficiaire était tellement grosse que ça n'avait pas beaucoup d'implications. Même si vous faisiez une erreur dans vos calculs de pricing, dans l'ensemble, disons que vous vous trompiez d'0,5% sur ce qu'il fallait demander aux clients et que la marge était de 3,5% de toute manière, entre les 3,5% et les 3%, ça faisait, la différence n'était pas véritablement visible quand on faisait les calculs. Alors voilà, 3 interventions de type extrêmement différent au cours de la semaine, s'adresser à des auditoires différents et avoir le plaisir d'une réponse, je dirais, d'avoir un écho à ce qu'on dit dans différents types d'environnements, mais aussi en sachant que ces messages se renforcent les uns les autres, se renforcent les uns les autres, puisqu'ils sont produits sur des sujets légèrement différents, s'adressent à des publics légèrement différents, mais l'image émerge, c'est-à-dire justement le contraire de ce qu'on avait pu impliquer mercredi dans l'émission, une image de sérieux, de quelqu'un qui est un analyste, qui n'est pas un prophète, qui est quelqu'un qui fait des analyses froides selon les méthodes qui ont été éprouvées et qui sont considérées comme les meilleures qu'on puisse avoir en termes d'analyse. Voilà, à la semaine prochaine.